Bonjour. À la fin de la semaine passée, j'ai dit que les 2 dernières émissions seraient spéciales. Ça fait 8 ans que j'anime l'émission Rencontre. Alors, cette semaine et la semaine prochaine, vous verrez quelques extraits sélectionnés parmi les centaines d'émissions enregistrées. Car à la fin, je vais tirer mes révérences. Alors, je vous laisse avec quelques extraits. Bonne écoute. Votre nom maintenant est associé avec l'intégrité. Pourquoi vous pensez que... C'est tellement essentiel à la vie. Il y a une femme dernièrement à la télévision qui citait souvent ou qui disait que croître, c'est pas tout, c'est ce que l'on devient qui compte. Alors je pense qu'elle disait vrai. Et puis j'ai à l'esprit, par exemple, le fils de notre ancien gouverneur général, Jean Vanier, qui a créé l'Arche, ce réseau formidable, extraordinaire de secours à travers le monde. Et je n'oublierai jamais ce qu'il a dit un jour. Lorsque vous rencontrez un mendiant dans la rue, ce qui est important, c'est pas que vous lui donnez ou vous ne lui donnez pas quelque chose. C'est que vous lui regardez dans les yeux pour qu'il sache que vous partagez son humanité. Oh mon Dieu. Ça, je pense que C'est très bien ça dit. représente assez bien ce que je pense qu'on devrait être. Il y a aussi une expression de Victor Hugo, parce que j'aime la poésie. Oui, je sais. Victor Hugo qui disait « Le plus grand danger, c'est d'exister sans vivre ». Comment voyez-vous la vie politique aujourd'hui? J'ai fait de la politique en amateur et en professionnel toute ma vie. Et je peux vous dire une chose, je regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde aujourd'hui et je pense aux années que j'ai fait de la politique. Je peux dire que je n'ai pas d'ennemis politiques, j'ai des adversaires politiques. Mais il y a une différence entre les deux. Et puis c'est ce qui fait que notre politique canadienne et québécoise est extraordinaire. On peut faire de la politique sans se détester, sans s'haïr. Et pour moi, c'est quelque chose d'absolument réconfortant, essentiel, vibrant dans la vie. Ben, je suis très actif chez les anciens parlementaires et je me suis lié d'amitié avec des péquistes, des néo-démocrates, des conservateurs que je rencontre dans des occasions et on partage nos opinions, on a du plaisir. Ce serait négligent de ma part si je ne souligne pas votre travail bienveillant un peu partout dans la communauté ici, comme vous avez dit, c'est si important, mais aussi ailleurs. Je sais que vous êtes sur toutes sortes de comités, même à Montréal, Sherbrooke, l'hôpital, je pense, cardiologie à Sherbrooke. Pourquoi c'est si important que vous contribuez à tout? Ça fait partie de l'élément essentiel de la vie. Ce qu'on reçoit, il faut remettre. Puis il faut remettre avec passion. Il faut remettre aux autres au moins une partie de ce qu'on a reçu. Au moins une partie de ce qu'on a reçu. On a tellement reçu. Je suis un privilégié de la Terre parce que j'ai une bonne santé, j'ai une bonne vie, j'ai une bonne famille. Tous mes Vous avez été choyé. Absolument. Et puis j'essaye, autant que possible, d'en remettre un peu. On m'a invité à Thetford et j'ai accepté de venir à Thetford pour fonder un département audiovisuel en décembre 70. En décembre 70. Là, présentement, tu occupes le siège qui est là, mais à Thetford, c'était grâce à toi parce que la télévision communautaire a eu sa naissance
au cégep de Thetford. Oui, oui. J'ai commencé... j'ai installé un système de télévision en 70, non, en 71. Je pense que c'est en 72 que la TV communautaire s'est installée parce que le gouvernement fédéral avait autorisé la diffusion sur Canal 9 à l'époque. Et donc, à ce moment-là, je dis, on va sauter sur l'occasion. Et j'ai invité toutes les associations communautaires à participer à la construction d'une télévision communautaire. OK, très bien. Donc ça, c'était le début. Ouais, c'est ignoré de la TV communautaire actuelle, mais c'était ça l'affaire. J'avais tous les papiers, là. En tout cas, je suis très contente de te recevoir ici. Ça a changé beaucoup, la façon. Oh, oui, mais il y a beaucoup disons de changements. Que la TV communautaire, c'est vraiment au collège, au cégep que ça s'est installé. OK. J'ai permis ça dans mes laboratoires. OK. J'ai utilisé mes caméras, tout. Il y avait un nommé Mario Hulot qui s'occupait des premières émissions de la TV communautaire. Mario Hulot. Il y avait un nommé Vallée aussi, là. Tous des gars que j'ai connus. Et c'est bien. Il y a ça, mais il y a aussi que tu donnes des cours de francisation. Que je veux, puis que tu parles, parce que moi, je ne savais pas, je pensais que c'était les cours de francisation, mais toi, c'est les cours avec les entreprises. Ouais. Parle de ça, parce que là, tu as la chance de rencontrer des gens, les immigrants et tout. Donc, je laisse la parole. Fait que ça, c'est une aventure incroyable qui m'est tombée du ciel, un cadeau du ciel, vraiment, parce que c'est arrivé en 2020, alors que justement on était en période de COVID, que moi je ne pouvais plus aller dans les écoles faire mes animations. J'avais un projet aussi avec le ministère de la Culture pour faire des animations dans les garderies. Ça aussi c'est tombé à l'eau. Et j'ai eu un téléphone un matin pour m'offrir d'essayer d'être prof de francisation. J'ai dit, ben, pourquoi pas? Mais oui, les étoiles étaient alignées. C'est ça. Moi, j'ai toujours eu de la facilité en français. Je suis bonne en rédaction. Je ne suis pas prof, mais j'ai le côté anthropologue où c'est l'ouverture culturelle, où c'est la rencontre à l'autre. Donc, j'ai dit, ben, je vais essayer. Et puis, ben, ça fait bien 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et c'est fantastique. Donc, moi, oui, je travaille avec des travailleurs étrangers qui arrivent dans la région. De plus en plus nombreux. Donc, moi, mes étudiants sont philippins, tunisiens, marocains, colombiens. J'ai pas beaucoup de femmes. J'ai une étudiante femme. Ah oui? Ouais. OK. C'est souvent des hommes qui viennent travailler ici, tout seuls, et qui font venir leur famille par la suite. Après. Ouais. Et c'est une job fantastique. Vraiment. Donc, c'est sûr que c'est l'apprentissage de la langue française, mais c'est aussi la découverte de la culture québécoise, c'est la transmission de qui on est, des codes culturels, de la nouvelle région où ils vivent, leur faire connaître la région. Et toi, tu es une personne parfaite pour ça, parce que déjà, toutes les pierres étaient placées, puis comme je dis au début, mais avec toute la famille que tu as eue, mais tu peux faire un accueil qui est extraordinaire. C'est ça. Puis j'ai aussi l'expérience de l'immigration. C'est sûr que moi, j'étais adolescente, c'est pas moi qui remplissais les papiers, mais d'être déracinée, de se retrouver loin de notre culture, loin de notre monde, bien, je l'ai vécu aussi. Même si je parlais déjà le français, quand je suis arrivée au Québec, il y avait des codes culturels que je ne comprenais pas. Moi, je n'ai pas eu d'éducation religieuse parce que dans ma famille, il y a trop de religion. Donc, mes parents ont décidé de... Ils ont dû faire 3 mariages pour plaire à tout le monde. Donc, ils ont dit, on ne fera pas 3 baptêmes pour plaire à tout le monde. Ils nous ont laissé le choix de choisir quand on aurait 18 ans. Il
il y avait une mosquée dans mon quartier, il y avait une synagogue pas très loin. Donc moi, j'allais à l'église, au temple, à la mosquée. Puis j'ai décidé de ne pas avoir de religion, mais je me suis intéressée un peu à tout. Mais quand je suis arrivée au Québec, j'avais aucune idée ce que c'était un Saint-Ciboire, toutes les insultes liées à... Ça ne voulait rien dire pour moi. Je savais juste le mot hostie, ce que c'était, mais tout le reste... Et là, j'en ai voulu à mes parents. J'ai dit, vous auriez dû nous transmettre la langue, les religions. Non. Mais bon, comment est-ce que les immigrants, toi, est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils s'installent bien, selon toi? Alors, selon moi, oui, la plupart sont super contents. Ils aiment le Québec, ils aiment la région. Il y en a beaucoup qui sont très contents d'être à Thetford parce que ce n'est pas une grande ville, donc ça permet de s'installer. Souvent, leurs familles sont encore au pays, mais ils imaginent. Puis là, j'en ai un qui est en ce moment à l'aéroport en train de récupérer sa famille. Ah oui? Ouais, qu'il n'a pas vu depuis plus d'1 an. Puis il m'a dit, est-ce que demain je peux amener ma fille au cours? J'ai dit, avec grand plaisir. Mais donc c'est ça, oui, ils sont très contents. Par contre, moi, c'est pas un reproche, mais c'est que c'est nouveau dans notre région. Hein. À Montréal, à Québec, à Sherbrooke, il y a des organismes, il y a toute une structure pour les accueillir, puis pour faciliter leur intégration. Nous, c'est quand même relativement nouveau. C'est sûr que des Colombiens, on en a depuis longtemps dans la région. Eux sont très bien implantés. Mais les autres, c'est nouveau. L'autre jour, je demandais à mes étudiants philippins, avez-vous un médecin de famille? Et ils n'ont pas de médecin de famille. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Il n'y a personne qui leur a expliqué comment trouver un médecin de famille. J'ai dit, OK, bon, on va faire un cours sur trouver un médecin de famille. Donc, c'est ça. Ça, c'est des lacunes, puis je pense qu'on va mettre tout ça en place. La même chose avec les enfants dans les écoles, parce que ces familles... Ces travailleurs-là amènent leur famille. Les enfants, aujourd'hui, se retrouvent dans les classes. On n'a pas de classe d'accueil dans la commission scolaire. Non, ça c'est... parce que ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps qui reste, mais ça veut dire que les enfants sont vraiment... pitchés. C'est ça. Pitchés dans un monde où ils ne comprennent rien. C'est sûr qu'il y a des profs de francisation qui les prennent 1 heure par jour. Mais ce n'est pas encore suffisant. Puis moi, je le vois quand je suis dans les classes. Les profs, elles font un travail extraordinaire. Mais quand tu as 2 enfants qui parlent aucunement la langue que tu enseignes, tu dois leur donner du temps, mais tu dois continuer à t'occuper des autres. Avec les autres aussi. Fait que moi, j'espère vraiment que la commission scolaire va mettre en place des classes d'accueil pour ces enfants-là. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Mais moi, je pense que c'est un gros plus pour la région, la venue de ces travailleurs étrangers. Et toi qui fonces, ou c'est quoi, comment est-ce que c'est quoi le mantra ou qu'est-ce que tu fais pour t'impliquer dans tout? À la fin de mes 10 ans de pompier là, en France, parce qu'en tout j'ai fait 10 ans de pompier volontaire, à la fin, une de mes amies m'avait dit, Jérémy, t'as fait un bout de ta vie là, t'as toujours été heureux, mais là il te manque quelque chose à aller chercher. Et c'est le temps d'aller le chercher maintenant. À toi de te remettre en question. Et là, je me suis regardé en face à la glace et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour avancer dans ma vie et ne pas écouter ce que les gens disent, oh ma vie ça me convient pas, ma vie c'est moyen. Ben là j'ai dit bon, ben là j'essaie de trouver un job qui me plaît encore plus que ce que j'ai. J'essaie de trouver une opportunité qui me plaît encore plus que ce que j'ai. Et là j'ai décidé de venir ici. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dit, je suis là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rester et me renfermer sur moi, ou est-ce que je vais essayer d'apprendre ce qu'il y a ici? Je vais essayer de développer les choses ici. Je vais essayer de me développer en fait, parce qu'en allant s'impliquer, je permets aux gens de me connaître. Je permets aux gens de connaître mon expertise aussi et de la partager. Et j'ai dit, je suis plus âgé, donc pourquoi je ne m'impliquerai pas? Donc j'ai dit, le fait de s'impliquer, ça a toujours donné des belles valeurs. Comme quand j'étais pompier, mais l'implication, ça apporte toujours. Parce que les gens vous connaissent après. Les gens connaissent vos valeurs. Et quand ça les rejoint, eh bien, c'est encore mieux. Et le fait d'arriver, au bout de 2 semaines, je me suis impliqué en tant que responsable des soirées étudiantes. J'ai permis aux jeunes de leur montrer que on pouvait faire des soirées tout en ayant du fun.
Et ça, c'était bien, mais en restant un côté respectueux et surtout très, très sécuritaire. Et de notre côté, mais quand je me suis présenté président, c'était pour aller plus loin avec tout le monde et pour amener une diversité et montrer que les étudiants, les jeunes en région, ont vraiment énormément de potentiel et qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il faut vraiment le mettre en valeur. C'est très important. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que tu as un message, parce qu'aujourd'hui, ce temps-ci, c'est très difficile. Ça fait 10 mois qu'on est en COVID, donc un très court message pour les auditeurs pour passer à travers. Mais vu que l'année a été très complexe en 2020, si on s'arrête à ça, c'est certain qu'on ne regardera pas plus loin. Mais on tourne la page, on écrit un nouveau livre pour 2021, et là, il n'y a aucune limite. Les limites seulement qu'on a, c'est nous qui nous les fixons. À nous de chercher le développement au maximum. On a la jeune chambre de commerce qui lance sa campagne d'adhésion cette année. On est capable d'aller chercher encore plus de dynamisme. Et moi, je pense que Tête Forte de demain sera vraiment énorme si tout le monde travaille main dans la main. Alors, quand je suis arrivée ici, la platitude, disons que sortir de Montréal et ne pas voir des montagnes m'a traumatisée. Mais aussitôt qu'on commence l'estrie, qu'on voit des montagnes, je suis dans mon élément parce que je suis une fille de montagne. Et ma ville est entourée de montagnes partout en Colombie. Fait que quand je suis arrivée à Israël, à notre belle région des Appalaches, j'étais complètement charmée. Il y avait des montagnes. Ma maison à moi est en pleine campagne, un cul-de-sac entouré de montagnes. C'était mon élément. Fait que c'est une très belle découverte pour moi et j'adore cette terre et cette région. Tu es venu, tu avais un fils, après Oui. tu as eu deux autres enfants. Toi, tu t'es occupé, j'imagine, avec Jean-Marc, Oui. son travail, donc ses amis étaient tes amis. Le français, tu as dit que tu as sacrifié la possibilité d'aller étudier pour rester à la famille. Donc, comment est-ce que tu as appris ton français? De façon autonome, je me suis assise à regarder la télévision par les variétés, les nouvelles, la météo, vraiment toute une panoplie d'événements à la TV pour pouvoir apprendre. Et on avait un agrotourisme qui servait surtout le tourisme européen, fait que les Belges, les Suisses, les Français, et à force de les côtoyer, et de pratiquer, et de parler avec mon mari, j'ai appris le français. Je me suis privée d'un cours de francisation, mais en même temps, j'avais la capacité de l'apprendre par moi-même. Je suis extrêmement curieuse, je lis beaucoup, je découvre beaucoup de choses. Et c'est difficile d'apprendre le français, mais il fallait, c'était essentiel. Et je m'attachais à la langue et je prétends de la parler. C'est très bien. Il faut que je demande, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, d'où vient l'idée pour développer ICI? C'est encore là la sollicitude des gens qui savaient que cette dame était arrivée et qu'elle était dans son cul-de-sac à quelque part du reportage. Fait que beaucoup de gens nous contactaient pour savoir quoi faire, comment on fait venir mon amoureuse, mon amoureux. Il y avait des questionnements comme ça. Alors, des conflits, des couples, de violences conjugales. Petit à petit, ça fait un tout. Et toi, qui tu a fais donné... ces traductions? Oui, des traductions. J'étais à accompagner les personnes, j'ai aidé les gens. Les gens venaient chez nous à demander de l'aide. Fait que ça, c'était vraiment toute une histoire. Et petit à petit, ici, a vu les jours. C'était vraiment... c'était pas prévu ni calculé. J'ai aucune espèce d'idée que je pouvais créer ça. J'ai frappé à la porte du ministère de l'Immigration parce qu'il y avait un groupe de personnes qui ne parlaient pas la langue, qui étaient immigrants aussi et qui avaient besoin de ces services-là. Et c'est pas à partir de là, d'un cours de francisation et du support de Claude Gagnon de la Caisse populaire de Tête Forte qui était un incontournable pour nous. Tu étais au bon endroit, au bon moment. Oui, je pense. Et après, je sais que tu as travaillé chez DSD. C'était quoi le titre de ton emploi là? Oui, c'était directrice juridique chez DSD International. Parce que je connais Sonia, donc ça veut dire qu'elle avait des employés d'un peu partout, les Philippines et tout ça, donc tu as aidé dans ça.
Bien, quand je suis arrivée, on n'était pas encore dans le recrutement international. C'est arrivé pendant que j'étais là. Alors, c'était vraiment, initialement, c'était pour les contrats, beaucoup pour les contrats internationaux et locaux, parce que DSD fait affaire à l'étranger et fait affaire au Québec, dans plusieurs secteurs. Et par la suite, bien, il y a eu une pénurie de main-d'œuvre et il y a eu des travailleurs philippins qui se sont joints à l'équipe. Et c'est là où est-ce que j'ai découvert qu'il y avait... Une nécessité, probablement. Une nécessité, exactement, qu'on n'avait pas de ressources locales en immigration, que personne ne connaissait ça. C'était vraiment quelque chose de complètement étranger. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune ressource ici à Thetford, et même dans tout le district là, d'Arthabasca, de Drummondville à Thetford, il n'y avait personne qui s'occupait de ça. J'ai été suivre des formations et c'est là que j'ai eu la piqûre. Je me suis dit... s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est bien moi parce que, bon, j'ai les langues, la connaissance et la sensibilité culturelle internationale et je me suis sentie complètement dans mon élément là-dedans. Donc, ça a été vraiment un moment eureka, là, comme on dit, où je me dis, j'ai vraiment trouvé ma branche. Je ne connais pas grand-chose là-dedans, mais je vais l'apprendre et je me lance. Et c'est vraiment, donc, toi, tu es placé présentement, tu as ton bureau à E2RT. Puis ça doit être vraiment pour les immigrants, quelqu'un qui a une communication avec un avocat, de sentir à l'aise parce que la personne vraiment parle leur langue. Donc la communication, c'est pas juste « mais qu'est-ce que tu as dit ?» tout ça. Tu es vraiment capable de communiquer très bien, aisément. Oui, puis je dirais qu'à peu près 60-70 % de notre clientèle est hispanophone. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est qu'à Thetford Mines, j'exerce le droit en espagnol majoritairement. Jamais que j'aurais pensé ça dans 100 ans. Là. Alors que dans la majorité du temps, je dirais que la plupart du temps, je parle espagnol dans le cadre de mon travail. Ensuite, c'est l'anglais et le français. Donc, le français est... évidemment, le français fait partie, là, mais c'est beaucoup plus espagnol et anglais. Il ne reste qu'une couple de minutes. L'année passée, je pense que tu as reçu le prix Zénith 2 fois pour, c'est quoi, entreprise et... Entreprise de service de l'année et start-up. Tu étais contente, surprise probablement? Très surprise parce qu'il y avait aussi des belles candidatures, des belles entreprises qui étaient là. Donc, j'ai été surprise d'être premièrement en nomination et deuxièmement, d'avoir été sélectionnée dans les 2 catégories. Ça m'a vraiment étonnée et émue. Et qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi que tu es le plus fier dans tout ton parcours? Bien, je dirais ce que je suis plus fière, c'est très cliché, mais mes 2 enfants, mes 2 belles-filles, et qui ont 15 ans et 11 ans maintenant. Et je dirais de leur avoir transmis également le goût du voyage et des langues. Je voyage beaucoup avec mes enfants, plusieurs fois par année même. Ils comprennent, ma grande parle couramment l'espagnol, l'anglais. Oh oui? Oui. La plus jeune, elle s'initie à l'anglais, elle est rendue pas mal. L'espagnol, elle le comprend très bien. Elle le parle un peu moins bien, mais elle le comprend très bien. Et je peux les laisser lousses dans un milieu hispanophone sans problème. Là. Et donc, ça veut dire que malgré le travail et tout ce que tu as à faire, tu peux prendre du temps pour continuer à voyager, puis donner ce goût-là. Oui, bien, moi, quand j'ai parti mon entreprise, j'ai voulu la partir à mon image. Moi, j'adore le voyage et c'en est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus d'importance dans ma vie. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'ai décidé de la créer de la façon la plus digitale possible, dématérialisée. Okay. Alors, ce que je fais les étés, c'est que je pars à l'étranger et je travaille de là. Alors, j'ai un téléphone IP qui me permet de prendre mes appels. Les gens m'appellent dans le 418, ça sonne à l'étranger comme si de rien n'était. Tout est dans le cloud. Alors, l'été dernier, on est parti 2 mois au Panama. Cet été, je pars au Costa Rica. Plusieurs fois par année, on part comme ça. Et des fois, c'est pour des vacances, mais des fois, c'est le télétravail et on s'organise. Mais c'est quelle richesse pour les jeunes aussi, pour tes filles. C'est formidable. Ça a été difficile de sélectionner juste quelques émissions et quelques invités.
Mais vous pouvez toujours trouver les émissions sur YouTube en tapant TVCRA Rencontre avec un S et le nom de la personne ou l'année. Cela a été vraiment une expérience extraordinaire. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres extraits. Entre-temps, passez une bonne semaine. Je serai de retour la semaine prochaine pour une dernière rencontre.